Bonjour, bienvenue à cette première session de podcast Positive Connect. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Curioship, Sharon, Geoffrey, Alexandre. Très heureux de vous accueillir ici à Workstation dans le cadre de ce premier podcast, de cette session d'épisode Positive Connect. Je m'appelle Alexandre Procassia, je suis responsable des programmes d'accélération et d'incubation à la Chambre de commerce et de l'industrie. Et vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que Curioship? Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en quelques mots? Bonjour Alexandre, je m'appelle Geoffrey, je suis président de la société Curioship. Bonjour, je m'appelle Sharon et je suis directrice générale chez Curioship. Bonjour, je suis directeur général technique chez Curioship. Alors, c'est quoi Curioship? Curioship s'adresse à un problème, la seconde industrie la plus polluante et destructrice de notre environnement biologique, économique et social. Face à ce constat, le problème qui est résolu, s'adresse aux consommateurs qui veulent consommer de manière responsable leurs vêtements et donc leur apporter une solution sans décider à leur place de la notion de responsabilité dans l'acte d'achat et donc leur faire une proposition d'un vêtement à la mesure de leur valeur. Ok, alors moi je suis un client, j'aimerais trouver le vêtement qui me correspond. Je vais où? Je vais sur votre plateforme, je définis un peu mes besoins, mes envies et je décide de choisir tel ou tel vêtement par rapport à son impact écologique, par rapport à son impact social, c'est ça? Alors, oui et non. Alors, expliquez-nous. Alors, je vous explique. On a créé donc une application qui va présenter justement aux consommateurs un vêtement qui va, comme le disait Geoffrey, matcher avec ses valeurs, donc de consommation responsable. Dès qu'on rentre sur l'application, il y a 3 questions donc, qui apparaissent, justement pour matcher un vêtement avec ses valeurs. Et ensuite, donc, on a aussi utilisé l'IA, donc l'intelligence artificielle, pour permettre d'avoir des recommandations qui sont personnalisées et aussi alimenter notre base de connaissances clients. Donc voilà, on va vraiment matcher les questions, les valeurs et le vêtement du consommateur. Ok. Vous savez un peu quel impact environnemental ou social votre plateforme va avoir? Bien sûr, ça fait partie intégrante de notre mission puisqu'on met en avant uniquement les vêtements qui ont un impact positif sur l'environnement biologique, économique et social. Et donc nous, pour sélectionner des vêtements dans notre catalogue, on fait du sourcing et on ne va sélectionner les vêtements que pour le coût brut des externalités positives et négatives de production sur toute la chaîne de production, depuis la culture de la matière première jusqu'à la confection et jusqu'à la livraison. Ça, c'est notre mission. Et comment vous vous êtes rencontrés tous les trois? C'est quoi votre histoire? On s'est rencontrés en stage chez Thales. En fait, avec Alexandre, on était dans la même école d'ingénieurs et on ne savait même pas. Jamais vu. On s'était jamais vus et on s'est rencontrés chez Thales par pur hasard en pause café. Et donc Geoffrey et Alex étaient dans le même bâtiment, enfin dans le même stage. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça. Sur les bancs de l'école? En tout cas, nous, sur les bancs de l'école, de base, oui. Mais voilà. Et en fait, après, on a super bien matché, on s'est bien entendu. Et c'est comme ça que l'amitié existe depuis maintenant plus de 8 ans, on ne compte plus. Plus de 8 ans. Ouais. C'est toujours chouette d'entreprendre comme ça avec des amis ou est-ce qu'il y a une part de risque quand même? Entre nous, tout se passe bien. Donc, voilà, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a une part de risque, mais en tout cas, on s'est toujours super bien entendu. Et donc, normalement, tout devrait bien fonctionner et tout fonctionne bien actuellement. Donc ça va. L'avantage d'entreprendre avec ses amis, des amis de longue date, c'est des gens qu'on connaît bien. Et donc, déjà, pour entreprendre, pour construire quelque chose, pour créer, il faut d'abord faire un travail d'introspection sur soi pour évoluer, pour se connaître, afin d'être la meilleure version de soi-même pour délivrer. Et en fait, au-delà de soi-même, connaître aussi ses associés, c'est très important dans le fonctionnement d'une entreprise. Et c'est des personnes en qui on a confiance aussi, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Super, il y a la question de la confiance. Merci beaucoup. Parlons un peu de l'incubateur. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre Positive Incuba School, l'incubateur des Hauts-de-Seine? Alors c'est plutôt moi qui suis tracteur de cette entrée dans l'incubateur, puisque j'ai intégré un programme de la CCI des Hauts-de-Seine, entrepreneur #leader. Et dans ce cadre, j'ai rencontré Félicité. Et donc, à un moment donné, un jalon qui a été partagé avec Félicité sur l'augmentation de l'équipe de Curioship
s'est imposée en fait la problématique de pouvoir loger l'équipe de Curiouship. Et donc Félicité effectivement m'a mis en relation avec cette opportunité de rejoindre l'incubateur, puisque dans le package effectivement il y avait l'accessibilité à des locaux pour donc répondre à la problématique de pouvoir héberger une partie de l'équipe de Curiouship. Donc ça c'était un des premiers intérêts, en tout cas l'intérêt initiateur de vouloir rejoindre l'incubateur. Donc il y avait la question de l'hébergement. Est-ce qu'il y a aussi un accompagnement que vous avez eu depuis que vous avez intégré l'incubateur qui vous a permis en fait à développer votre activité? Bien sûr, alors il y a quelque chose d'assez intéressant. On a eu l'occasion d'en réaliser déjà un qui est les étapes de co-développement. Et donc c'est très intéressant parce que ça permet avec l'ensemble des entreprises et des entrepreneurs qui sont incubés à Positive Incuba School de partager ces problématiques avec les uns et les autres. Et en fait ce dont on se rend compte, c'est que quand on partage une problématique, elle est souvent ressentie par d'autres entrepreneurs autour de la table. Et ensuite, il y a un brainstorming pour apporter des solutions à l'entrepreneur qui a posé la problématique. Et souvent, il y a des solutions qui sont apportées qui n'auraient pas été pensées seules par l'ensemble de l'entreprise qui porte la problématique. Oui, la question de l'isolement, c'est une problématique qui revient très souvent au sein de la Positive Incuba School. On a de nombreux entrepreneurs qui intègrent le programme parce qu'ils se sentent seuls chez eux, parce qu'ils sont isolés, ils ne rencontrent pas d'autres entrepreneurs, ils ne sont pas souvent soutenus aussi par leur famille qui ne comprennent pas forcément le choix qu'ils font d'entreprendre. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur votre parcours en tant qu'entrepreneur? Une anecdote rigolote depuis que vous avez intégré la Positive Incuba School? Une anecdote rigolote. Il y a quelque chose que j'ai en tête, effectivement, parce qu'au départ, alors quand on a candidaté à Positive Incuba School, au moment où j'ai pris contact et j'ai discuté avec Paul, effectivement, mon équipe était déjà arrivée dans les locaux de Curiouship, mais à l'époque, donc c'est les locaux du siège qui sont chez moi, donc à Boulogne-Billancourt, et en fait... au départ, on était 3 dans l'équipe de Curiouship avec mes cofondateurs. Et donc, on se retrouvait chez moi, on travaillait, il y avait besoin d'un bureau. Puis moi, j'avais toujours mon grand lit de place. Bon, jusqu'à là, pas de problème. Le moment où j'ai dû augmenter l'équipe, donc mon premier stagiaire est arrivé. Et donc, j'ai troqué mon lit de place pour un lit superposé, pour acheter un bureau supplémentaire pour accueillir ce nouveau stagiaire comme il se doit. Et puis à un moment donné, augmentation à nouveau de l'équipe, et donc on a accueilli notre alternant. Et donc là, j'ai troqué mon lit superposé, enfin que j'ai supprimé, et j'ai acheté un nouveau bureau. Donc on avait 3 bureaux au siège de Curiouship. Et plus de lit. Ton appartement chez toi. Mais plus de lit, Voilà, et puis je dormais sous mon bureau. Voilà, On parle d'un combien de mètres carrés, juste pour un... Dans 27 mètres carrés. 27 mètres carrés, vous bossiez à combien? Comment? Vous étiez combien? 6 dans un 27 mètres carrés. Ouais. Ah oui, on est vraiment Oui. dans le bootstrapping Ah bah au là, on maximum, pouvait pas la être plus débrouille. proche. En termes de communication fluide et interactive, là, on pouvait pas être mieux. Ah, complètement. Ouais. Donc voilà, Et du coup, c'est une réelle opportunité pour nous d'avoir des vrais D'être bureaux. ici. d'être ici avec un peu plus d'espace Ouais. pour travailler plus. Et Geoffrey a pu sereinement. retrouver un lit. Je retrouve Il un fait peu de meilleures d'espace, nuits depuis. Ouais. personnel, effectivement. Alors, parlez-nous de votre intégration ici. Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes installé? Ça a dû être au début, je pense, difficile de passer du 27 mètres carrés, forcément, 6 personnes, dur. à plus de 50, tranquillou, avec 6 postes faciles de bureau. Comment s'est passée cette transition pour vous? Alors, on s'est installé un peu progressivement. D'abord, moi, je suis arrivé à la journée d'intégration avec mon stagiaire, avec mon alternant, pour découvrir ensemble les locaux et puis pour pouvoir prendre nos marques. Et puis, successivement, Alexandre est venu visiter l'incubateur et puis était assez fier de parler de cette grande étape pour Curiouship de rejoindre Positive Incuba School. Et puis ensuite Sharon, bien que très prise, ayant un emploi du temps assez compliqué, a découvert quelques jours ou peut-être quelques semaines plus tard l'incubateur également. Mais mieux vaut tard que jamais. Exactement. En quoi l'incubateur aujourd'hui, il a contribué à votre développement, en dehors de l'hébergement?
Ça nous amène à un réel avantage de confrontation des idées avec les autres entrepreneurs chaque jour en fait. Au-delà de faire de la prospection, d'aller rencontrer des entreprises, d'aller rencontrer des prospects utilisateurs de l'application, en fait c'est chaque jour sur tous les sujets pouvoir échanger avec l'ensemble des entrepreneurs qui sont incubés ici à Positive Incuba School. Ça c'est une réelle force pour nous. Et il y a des entrepreneurs en question, des rencontres qui t'ont marqué plus que d'autres. Tu veux bien nous en parler? Alors nous, on est assez proche de l'équipe de Julien et de Captain. Oui, Captain. On s'entend bien. Qu'on interviewe d'ailleurs dans le 2e épisode. Je vous invite d'ailleurs nos chers auditeurs et auditrices, spectateurs et spectatrices, à aller voir la 2e vidéo qu'on a tournée, très sympa aussi avec Captain, Julien et Thibaut. Alors, parle-nous un petit peu aussi de cette rencontre-là. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, ces entrepreneurs? La confrontation, des éléments, des ressources? Ils ont tout de suite été force de proposition, Ouais. Apporter des solutions, leur pierre à l'édifice dans les problématiques qu'on a pu poser en co-développement ou en dehors, tout simplement parce que la proximité fait que on a l'occasion de discuter les uns avec les autres un peu tous les jours. Et puis j'ai eu l'occasion de faire visiter l'incubateur à des visiteurs qui viennent voir Curiouship, avec qui on a des réunions, des intervenants aussi que j'ai l'occasion de rencontrer à la CCI ou ailleurs dans le cadre de la construction de mon réseau, et de les faire venir ici et de leur présenter aussi les autres entreprises, les autres incubés. Et Julien et l'équipe Captain ont toujours été présents pour représenter en fait l'incubateur avec nous, avec d'autres aussi. Mais il y a une petite proximité entre l'équipe Captain et l'équipe Curiouship. Super. Quelles sont les problématiques auxquelles vous vous êtes confrontés par le passé en tant qu'entrepreneur, et est-ce que vous en rencontrez de nouvelles aujourd'hui? Alors, la dernière grande problématique qu'on a rencontrée et qui est venue en fait de nos rencontres avec les marques de vêtements qui sont nos clients, c'était de dépasser en fait une peur pour ces marques d'avoir un volume d'affaires à porter assez important, et donc nous en tant que Curiouship de présenter une communauté d'une taille assez intéressante pour pouvoir les emmener dans notre deal. Et donc ça c'est un réel problème, parce qu'aujourd'hui cette communauté n'existe pas, elle est en création, et donc pour pouvoir intéresser les marques pour qu'elles dépassent cette peur, c'est un vrai problème, d'autant plus qu'on adresse des marques de vêtements qui sont des petites marques de vêtements vertueuses, éthiques, engagées, et donc qui ont souvent un staff assez réduit, et le fait de s'embarquer sur un nouveau canal de distribution ou même sur un deal qui nécessite effectivement du temps passé avec l'entreprise avec qui on va faire le deal, avec qui on va faire cette solution, fait que y a toujours cette réflexion, est-ce que nous en tant que petite marque de vêtements engagée, on a le temps de s'engager avec Curiouship? Et donc votre objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est de développer votre communauté. Comment vous allez le faire concrètement? Comment vous allez développer votre communauté et transformer vos consommateurs, vos clients, en ce que j'appelle des consomme-acteurs? Très bonne question, Alexandre. Tu l'avais pas anticipé, celle-ci. Oui, c'est aussi évidemment les aléas du direct et du podcast. Parfois, on sort un peu de la trame pour venir comme ça, voilà, vous interroger. Je pense que les informations que tu vas donner, Geoffrey, Alexandre, Sharon, vont aussi beaucoup servir à nos spectateurs, auditeurs, auditrices. On t'écoute. Pour répondre à cette question, dans un premier temps, en fait, on peut parler du marketing et de notre cible, en fait, qui sont les 25-34 ans. Avec une surreprésentation chez les hommes et les CSP+. Pourquoi ? Parce que ce sont une catégorie d'âge qui est très présente sur les réseaux sociaux, et ça permet de construire une communauté à travers une communication organique sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, sans investir un coût d'acquisition important. Et c'est ça notre stratégie. Ok, super. Une question, tous les trois, depuis que vous entreprenez,
j'imagine que vous devez développer de nouvelles compétences. Quand on entreprend, on est un peu obligé de tout faire, d'être hyper polyvalent. Alors, vous avez eu beaucoup de chance, c'est que vous êtes développé très rapidement en matière d'équipe. Est-ce qu'en termes de compétences, vous avez développé de nouvelles compétences que vous n'aviez pas attendues forcément au début, ou sur lesquelles vous étiez en tout cas pas forcément très à l'aise? Alexandre, je me tourne vers toi. Ah voilà, j'ai vu le regard. Alexandre, est-ce qu'il y a des compétences que tu as développées? Par exemple, être face caméra, je sais que c'est pas trop ton truc. Typiquement, ça, c'est une Typiquement. compétence à développer. Le pitch, tout ça? Tout ce qui est compétences techniques, ça va. Ouais. Fort de mes expériences passées, c'est bon, mais c'est vrai que tout ce qui est pitch, passer devant la caméra, faire des discours, faire des présentations au sein de l'équipe, que ça Ouais. soit compréhensif, c'est compliqué. Et toi, Geoffrey, est-ce qu'il y a des nouvelles compétences que tu as développées que tu n'avais pas forcément avant? Je pourrais dire que globalement j'avais une bonne base. J'ai vraiment une mise à l'épreuve sur résoudre les problèmes et de manière assez rapide parce que la question c'est pas de savoir s'il va y avoir de nouvelles épreuves à surmonter, c'est de savoir quand. Et toi, Sharon? Du coup, ce que j'ai pu développer comme compétence, je dirais un petit peu la partie financière, notamment sur la partie budget marketing et aussi ces actions market com que j'utilise plutôt dans mon cadre, on va dire, perso et que là, je supervise, je coordonne cette partie-là. Il y a une forte complémentarité, j'ai l'impression, tous les Tout trois. à fait, exactement. Complémentarité et complicité. Oui, Je pense que c'est aussi. important aussi de le souligner depuis tout à l'heure. C'est vrai. Est-ce que vous arrivez à lier votre vie personnelle et votre vie aujourd'hui d'entrepreneur? On commence par toi, Sharon. Moi, je fais plein d'activités en dehors aussi, donc on va dire oui, on arrive à gérer, même si c'est pas évident, parce que je fais plein de trucs à côté. Je fais de la musique, je chante, je fais du piano, je fais de la danse, je fais de la boxe. Voilà, donc il y a énormément d'activités. Si vous voulez écouter mes chansons, c'est sur Spotify. Et donc oui, mais c'est vrai que c'est pas évident, mais on y arrive quand même, surtout avec une telle équipe. Ok, très sympa. Et toi, Geoffrey? Tu arrives à avoir une autre activité, une vie à côté de la vie entrepreneuriale? Je ne vis que pour mon entreprise. Ok. Néanmoins, j'ai effectivement plusieurs activités qui sont toujours professionnelles en fait. Des activités donc d'entrepreneur, créer une entreprise, mais des activités immobilières, des activités dans des associations. Je suis membre du programme Mentorat de l'association Expression de France qui accompagne les lycéens et les jeunes étudiants dans leur approche de l'entrée dans les études supérieures et dans la vie active tout simplement. Donc en tant que mentor, je suis également membre du comité risque et intelligence économique de l'association des jeunes auditeurs de l'IHEDN. Autour de sujets de réflexion sur les risques et l'intelligence économique, mais il y a d'autres comités qui traitent culture et influence par exemple, ou de sujets plus régaliens et de sujets de défense également, fortement portés par l'association puisqu'elle est hébergée quand même à l'école militaire de Paris. Et toi, Alexandre? Alors moi, je vais être beaucoup plus concis. Oui, pas de problème pour gérer mon équilibre perso et pro, malgré l'entrepreneuriat. Ok, super. C'est un point clé. Il nous arrive souvent à la Positive Incubation School d'avoir de nombreux entrepreneurs qui, justement, ont du mal à allier les deux, qui sont fortement engagés sur leur projet entrepreneurial et qui oublient leur vie personnelle à côté et qui ne pensent pas que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Et c'est un sport, l'entrepreneuriat. Et donc, un entrepreneur, nous on l'estime en tout cas à la Positive Incubation School, un entrepreneur qui va bien dans sa tête, va aussi bien dans son corps, sera encore plus productif. Alors, tous les trois, quels ont été les principaux défis auxquels vous vous êtes confrontés depuis que vous êtes entrepreneur, à l'exception évidemment du lit qu'on a dû supprimer ou des bureaux à acheter, vos principaux défis pour le développement de Curiousship? Geoffrey? Le premier, c'est le financement, bien sûr. Le financement. Et oui. Et la première étape, c'était de convaincre des premiers financeurs de nous suivre, de nous accompagner pour tout simplement pouvoir lancer Curiousship. Et donc, on remercie nos financeurs qu'on a réussi à convaincre. Ça a pris du temps. Peut-être ça a été le travail d'une année pour monter la première version et la deuxième version d'un plan d'affaires pour convaincre différents comités de nous suivre autant sur le plan financier que sur la certification de la réalisation concrète et sérieuse de cette entreprise. Ça a été vraiment le premier défi relevé et en fait ça a été la première réussite en fait, c'est d'obtenir un premier financement.
Ok. Vous pouvez nous dire à combien s'est élevé ce premier financement? Alors on a fait un premier financement à 30 000 euros. 30 000 euros, super. Ouais. On parle souvent de prêt d'honneur, on parle souvent de business angel. C'était quoi votre processus, votre réflexion pour aller chercher ces financements? Alors nous, la forme, c'était un prêt qui a été contracté par moi-même et qui s'est transformé en subvention à la création de l'entreprise. Ok. Alexandre, même chose, c'est pour toi, à part aujourd'hui évidemment ce tournage qui je sais est compliqué, Terrible. quels ont été tes principaux défis à titre personnel? Je pense que le plus difficile, c'est de trouver les solutions techniques les plus adaptées à notre besoin, Oui. de ne pas en faire trop, que ça ne soit pas trop complexe, et en même temps de faire ce qu'il faut pour que ça soit robuste et fiable Oui. par la suite. Le développement de la plateforme, vous êtes passé par quel procédé pour la construire? Est-ce que vous avez fait du lead startup? Vous avez centré sur le parcours client? Vous avez d'abord pensé aux objectifs techniques? Comment tu as construit cette plateforme-là? En fait, d'abord, Geoffrey et notre designer Anton. Geoffrey me donne des spécifications, notre designer réalise une maquette vachement sympa grâce à ces spécifications. Et Ouais. par rapport à ça, je fais un prototype, je le présente à Geoffrey, ils me font le retour, et puis on réitère. Tu as des outils comme ça qui ont été pour toi déterminants dans la construction de ta plateforme? Je pense que Figma aide beaucoup. Oui. Ouais, c'est vrai que sans ça, ça serait compliqué, parce que pour le coup, moi j'aime bien avoir une maquette de l'UI, de l'UX, plutôt qu'énormément de texte. Ok. Tu conseilles Figma à tous les entrepreneurs qui veulent se lancer, qui veulent développer des plateformes, des applications? Ouais, n'hésitez pas. Et faites appel à lui, faites appel à Alexandre. Super. Et toi, Sharon, des défis auxquels tu t'es confronté, notamment d'un point de vue marketing? D'un point de vue marketing, comme je le disais tout à l'heure, réaliser un budget marketing, j'en avais jamais fait. Donc clairement, j'ai développé une compétence. Donc ça, c'est plutôt bien. Ouais. Et puis, pour le coup, moi, je travaille aussi avec Léo sur cette partie marketcom. Donc voilà, le but, c'est de développer, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, les réseaux sociaux, de donner de la visibilité à Curioship Ouais. et d'avoir de plus en plus de consommateurs. Transformé en consommateur. Exactement, Pour exactement. faire le lien avec la question de tout à l'heure. Tout à Est-ce fait. que vous pouvez nous partager tous les trois une réussite de Curioship depuis que vous avez lancé l'activité? Alors, à l'exception de la levée de fonds des 30 000, on en cherche une autre. Ok. Une réussite. Qui commence? Pour moi, c'est une réussite Oui. d'avoir rejoint un incubateur à impact aussi rapidement en fait dans le processus. C'était pas quelque chose qu'on avait anticipé de rejoindre un incubateur aussitôt. Et ça s'est fait par opportunité et à travers des rencontres. Et c'est là vraiment qu'on marque l'importance de faire des rencontres. Super. On arrive à la dernière partie déjà. Oh, Ah. vous pouvez le dire. Oh. Surtout Alexandre. Alors, moi j'aime bien à la fin de ce podcast Positive Connect parler de la vision des entrepreneurs ou des conseils à donner pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Ça serait tout d'abord quoi les prochaines étapes pour votre entreprise? C'est quoi les plus grandes timelines, les plus grands points clés, moments clés de votre boîte qui doivent arriver là dans les 2 prochaines années? Alors, c'est pas un secret, c'est le financement. C'est continuer à aller chercher des financements, notamment à travers des financements publics, pour nous suivre, pour nous accompagner, pour nous aider à intégrer de la meilleure des manières la brique technologique et innovante qu'est l'IA et qui est constitutive de notre solution, qui est même fondamentale dans notre solution pour faire un match entre un vêtement et les valeurs du consommateur. Ok, super. Tous les trois, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner pour nos entrepreneurs qui nous regardent et qui nous écoutent, pour qu'ils ne commettent pas des erreurs que vous aviez potentiellement faites par le passé et finalement que vous ne vouliez pas qu'ils reproduisent? On commence par toi, Sharon. Des conseils. Moi, des conseils. Non, mais un conseil, je dirais rester soudé quand même. Enfin, après, en fonction de avec qui vous montez votre entreprise, j'ai envie de dire, rester soudé, solidaire. Nous, c'est exactement ce qu'on a fait. Et échanger aussi, la communication, c'est hyper important. Donc voilà, toujours être au courant de ce que chacun fait pour justement avancer au mieux dans le projet. Geoffrey. Alors moi, mon grand conseil, c'est de vraiment prendre le temps de construire sa société et notamment d'évaluer la faisabilité juridique. Notamment quand on crée une société avec des associés, pourquoi c'est plus dur que créer une société tout seul? Parce qu'on s'entoure d'autres personnes et il faut valider que la vision de chacun est la même, qu'il y a une synergie entre tout le monde et donc il faut
rédiger tout ça, conclure des accords. Alors, on crée un pacte d'associés dans lequel on définit quels sont les droits de chacun, quelles sont les marges de manœuvre, quelle est vraiment la mission de chacun dans l'entreprise. Et ça c'est important. Et pour toi, c'est plus dur de créer une boîte avec des associés que seul? Bien sûr, c'est plus dur. Ah, c'est plus dur. Oui, on entend c'est souvent plus le dur. contraire, c'est paradoxal, on entend souvent des gens qui nous disent créer une boîte seule, on est très vite limité en matière de temps, en matière de compétences, en matière de rencontres. Finalement, toi, tu penses l'inverse. Quand on crée une boîte à plusieurs, on se confronte à d'autres difficultés Ouais. qui essaient de se mettre d'accord Tout à fait. et de partager donc la vision, la mission ensemble, se partager des compétences, des réseaux et s'apporter mutuellement. Et toi, Alexandre, du coup, même question. Moi, je dirais que c'est d'agir. C'est facile de se trouver des excuses pour ne pas faire, mais il ne faut pas hésiter à tenter, et parfois le meilleur arrive, Agir notamment d'un point de vue technique, entre autres. entre autres. Ouais. Super. C'est le moment des questions, les questions rush. Tout. J'adore cette partie. C'est très souvent le moment où là je balance plein de questions et c'est la réponse au tac au tac. Donc soit par oui, soit par non. Forte ok. Là-dedans, Sharon. Bah, ça dépend Ah, des bah, questions Pour après. les mais- questions, ouais. J'adore. Ah, bah, et c'est parti. Première question. Attention, vous êtes prêts? Ouais. Est-il difficile de trouver son premier client? Oui. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Est-ce qu'une étude des marchés, c'est facile à faire? Non, c'est Non. très long. Il faut commencer par quoi quand on crée son activité? Par valider son problème. Ok. Facile de trouver du financement? Très compliqué à monter un dossier de financement. Ok. Il faut commencer par quoi quand on lance son financement, sa recherche de financement? Écrire son plan d'affaires, bien sûr. C'est quoi un business plan pour vous? Un business plan, c'est quelque chose qui comprend 2-3 grandes parties. La première, c'est l'étude de marché. Ensuite, c'est la présentation du problème qu'on adresse et donc de la solution. Et ensuite, du prévisionnel financier. Le juridique, facile de se mettre d'accord? Ça dépend. Oui, Beaucoup non, de discussions, Voilà. On s'entend bien. Beaucoup de discussions quand même. Hein. Oui. On a peut-être On a pas mal passé échangé, ouais. 3 mois Oui. sur la rédaction des documents qui Ouais. nous lient. Le pacte d'associés, obligatoire ou pas? Oui. Indispensable. Indispensable. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet d'anticiper en fait les problèmes. Si on les anticipe, en fait, souvent on les évite. Le business model, on en parle beaucoup. Pour vous, ça veut dire quoi? Alors dans le business model, tu as parlé de Lean Canva tout à l'heure, il y a business model Canva aussi. Ça permet de poser très simplement le problème adressé, la solution, la unique proposition value et une des grandes cases aussi, c'est le modèle de revenu, bien sûr. Et donc, les clients, les canaux de communication, la représentation des clients et des utilisateurs, dans notre cas, puisque dans la solution CurioShip, les utilisateurs ne sont pas les clients. Quand on prototype, alors ça va plus être pour toi, Alexandre. Quand on prototype, est-ce que forcément le premier MVP doit être gratuit? Oh Vis-à-vis de cette entreprise, comme je suis actionnaire associé, mon travail, pour le coup, je le fais à titre gratuit, mais je dirais que sinon, non. Pour Ok. un client, pas Et forcément. pour le client, pas forcément. Non. Premier proto, Ou alors, en tout cas, faire MVP. une facture et indiquer, pour formaliser le travail effectué, et indiquer une réduction qui fait que la facture revient à zéro, mais en tout cas apporter une preuve, apporter quelque chose de concret sur le travail réalisé. ok. Les questions vont devenir de plus en plus dures. Premier financement, dilutif ou pas dilutif? Non, pas de dilution avant 2027 pour nous. Ok, super. Business angel, oui, non, Dans longtemps. pas longtemps. Ouais, Tout de suite. ouais. Parfait, merci beaucoup pour ces questions rush. Et on se dit à très très vite, pourquoi pas pour l'épisode 2 Mais au oui. cours des prochains mois, au cours des prochaines années. Avec Merci. plaisir, Alexandre. Et merci aux auditeurs, aux auditrices, aux spectateurs et spectatrices de nous avoir écoutés et vus. À très très vite pour l'épisode 2 avec Captain.